dimanche après-midi. Ouais. Déjà, c'est quoi ton truc hein Ah, attention, ça faut réveiller. C'est à moi que vous faites. De temps à autre, je veux bien me sortir, aller sur un métable le reste du temps. Allez, allons-y. Attendez, mettez-vous bien. Attendez cela. Philippe, qu'elle se mette bien, parce que sinon, après, elle sera bien sur le boulot. Bonjour Monsieur Mélenchon. C'est bon pour tout le monde? Allez, attendez une seconde. Paris, allez. C'est le froid ça. Ah. Bonjour Monsieur Mélenchon. Monsieur Mélenchon, bonjour. C'est la 3e journée de mobilisation à l'appel de l'intersyndicale. Pour l'instant, pas de signe d'inflexion du gouvernement sur la réforme des retraites. Est-ce que ce n'est pas un vœu pieux de réclamer le retrait de cette réforme? Ben, on peut le dire de toute lutte à ce moment-là. Je crois. Attendez, on reprend. Ouais, ça me fait peur. C'est un bras de fer, c'est pas la peine de tourner autour des mots. Et c'est un bras de fer dont on a eu la première séquence de mobilisation qui a vraiment créé une situation nouvelle. Et maintenant, cette semaine, on est dans un temps de... Attendez, on va trouver un moyen de mettre silence. Vous leur dites de me silence. 5 minutes, quoi. Bon, alors. Attendons-le là. Attends pas Oui. Vous êtes en train de vous interroger. Monsieur Mélenchon, Mais encore. nous sommes en direct. Ça y est, vous y êtes. Nous sommes en direct. Bon, il bouge plus. Bon. Est-ce que ce n'est pas un vœu Attends, pieux? t'as avancé, il a dit, le gars de l'AFP, là, il ne peut plus bouger. Est-ce que ce n'est pas un vœu pieux, Monsieur Mélenchon, de réclamer le retrait de cette réforme? C'est clair qu'on est entré dans un moment de grande tension. La première vague des mobilisations, quand il y avait le 7, le 21, le 31, on entrait dans la confrontation. Les syndicats unis ont assez habilement tourné leurs forces pour les économiser et maintenant, cette semaine, nous entrons dans le moment de la grande tension. C'est cette semaine que beaucoup de choses vont se jouer parce que vous allez avoir une éruption massive dans les rues du pays de la population. Il faut bien se rendre compte que souvent le regard est faussé quand on regarde seulement les grandes métropoles, Paris, Toulouse, etc. On ne se rend pas assez compte de la puissance du mouvement dans les petites villes et les villes moyennes où c'est par famille entière que tout le monde sort dans la rue. Parce que l'idée de faire 2 ans de plus est évidemment une idée qui fait peur, qui donne le sentiment d'une souffrance prolongée au travail. Donc c'est maintenant que vous avez une situation qui est assez exceptionnelle puisque se combine la mobilisation de rue en 2 étapes, d'abord dans les entreprises aujourd'hui et dans les rues cet après-midi et samedi. Samedi, évidemment, tout le monde peut venir, donc vous allez voir tout le monde. Et ça se conjugue avec la bataille parlementaire. Donc c'est la première fois qu'on aura une implication aussi étroite de 2 temps forts du combat. Donc c'est cette semaine, la grande semaine. Est-ce que cette mobilisation, elle peut réussir à faire fléchir Emmanuel Macron qui a dit qu'il ira jusqu'au bout? Oui, tout le monde, il ne va pas dire qu'il va arrêter en route. Il essaye de tenir bon, mais sauf s'il est devenu vraiment totalement autoritaire. Dans une démocratie, à un moment donné, il faut bien que quelqu'un soit raisonnable. Et c'est forcément lui qui doit le devenir, puisque c'est lui qui a la responsabilité d'avoir créé de toutes pièces ce conflit. Les gens n'étaient pas spécialement disposés à vouloir se mettre en mouvement comme ils le font. C'est lui qui l'a fait pour des raisons dont maintenant tout le monde est bien conscient qu'elles sont totalement artificielles. Qu'est-ce qu'il fait? Il essaye de commencer son nouveau quinquennat par un coup de force en montrant que c'est lui le patron. Et donc il s'en va chercher une réforme des retraites qui est injuste, qui est cruelle, qui ne sert à rien parce que les comptes ne sont pas en déséquilibre au point qu'il faille infliger 2 années de plus de travail aux gens. Donc on n'est pas dans une séquence purement sociale où on réglerait un problème social qui serait celui de l'équilibre des retraites. On est dans une séquence politique où un homme tout seul décide d'imposer de force l'idée que c'est lui qui commande dans tout et pour tout. Alors après, il y a un côté, si vous voulez, un peu
un peu invraisemblable à la situation. Il vient reprocher au régime des retraites un déficit en 2030 de 3%, et c'est lui l'homme qui organise tous les ans dans le budget de l'État un déficit de 20%. Bon, il n'est pas le mieux placé pour donner des leçons. Après les débats qui ont été hier à l'Assemblée, la majorité de l'exécutif accuse la gauche de bordéliser littéralement les débats. Je ne sais pas ce que ça signifie juridiquement bordéliser. Je pense qu'on pourrait parler autrement. Ce qui est certain, c'est que nous nous battons. Alors eux, ils voudraient une opposition de confort, qui fait rien, qui reste bien sage, qui attend son tour et qui se tait quand on lui dit de se taire. Mais ça n'aura pas lieu. Mathilde Panot a eu la bonne expression hier, nous ne les laisserons jamais tranquilles. Ni la nuit, ni le jour, ni les samedis, ni les dimanches. Jamais. Parce que c'est notre devoir. Nous avons été élus sur une position concernant les retraites et c'est notre devoir de la défendre. Et par conséquent, c'est une... Franchement, ils ont pas d'imagination, quoi. Parce qu'à chaque fois, c'est la même chose. Ah, vous créez le chaos, le désordre. Enfin, qui crée le chaos et le désordre? Ceux qui ont imaginé ce bras de fer social. C'est eux qui créent le chaos et le désordre, évidemment. Est-ce que vous regrettez, par exemple, hier, les députés de la NUPES n'aient pas assisté à l'examen de la motion référendaire du Rassemblement national et ne l'aient pas voté, puisqu'au fond, vous partagez le même intérêt commun, c'est-à-dire proposer cette réforme des retraites écoutez, aux Français par voie de référendum? Oui, on peut imaginer, mais dans cette affaire, c'était un jeu de rôle. Parce que c'est le pouvoir macroniste qui a décidé de donner une chance au Rassemblement national de Mme Le Pen de déposer une motion référendaire. Parce que sinon, il n'en avait pas. Nous sommes plus nombreux, nous l'avons déposée avant. Enfin, juridiquement, la tradition faisait qu'on avait la motion référendaire. Bien, c'est André Chassaigne qui devait la présenter en notre nom à tous. Alors ils se sont arrangés, ils ont tiré au sort et, coup de chance, c'est le RN qui l'a. Pourquoi ils le font? Parce qu'ils savent très bien que toute une série de gens ont dit que jamais ils ne voteraient un texte du RN. Donc quand on est entré dans la salle, avant même d'avoir la discussion, on savait déjà combien de gens ne voteraient pas. Et donc, ça ne servait strictement à rien, pour nous en tout cas, je parle pour LFI NUPES, d'aller voter cette référendaire. Ça ne servait strictement à rien. Et le Front National, Mme Le Pen, savait parfaitement ce qu'elle faisait. Elle a sauvé, une fois de plus, M. Macron. Vous savez, ces gens-là s'échangent des bons services. Alors les macronistes en élisent 2 à la vice-présidence de l'Assemblée, en échange de quoi l'autre dépose des motions qui bloquent tout, etc., etc. C'est un jeu de rôle qu'a joué le Rassemblement national avec les macronistes. Alors nous, qu'est-ce qu'on allait faire là-dedans? Ça ne servait strictement à rien, sinon qu'à créer des problèmes de plus qui n'aura rien fait avancer. Un mot sur la polémique, comme quoi des députés ont reçu des SMS pour sortir de l'hémicycle. Moi, je n'y suis pas à l'Assemblée. Je ne veux pas vous parler et personne... Une députée de la majorité a par exemple reçu une lettre de menace dans sa permanence. Qui ça? Une députée de la majorité, Fadila Khattabi, qui est présidente de la Commission des Affaires sociales, a reçu une lettre de menace. Je sais pas. Aussi, c'est des histoires. Moi, je reçois une lettre de menace de mort tous les mois et personne ne s'en émeut. Hein. Les permanences de mes camarades ont été murées à plusieurs reprises. Vous avez dans le pays des gens qui utilisent des méthodes qu'aucun d'entre nous ne peut approuver. Alors, les macronistes en profitent pour se donner des airs de martyrs qu'ils ne sont pas. C'est eux qui se préparent à martyriser les gens en les faisant bosser 2 années de plus. Alors, il ne faudrait pas qu'on renverse les rôles, hein. C'est un peu facile, ça. Est-ce que vous aimeriez être à l'Assemblée nationale pour faire cette bataille parlementaire? Honnêtement, j'aime bien les batailles parlementaires, vous le savez tous. Et j'y ai pris largement ma part. Mais voilà, ce n'est pas ma tâche aujourd'hui. Je suis très enthousiaste de ce que j'ai vu de mes camarades hier. L'intervention de Panot, celle de Ruffin, celle de Rachel Keke. Je vous parle franchement, je les trouve magnifiques. Je suis plein d'orgueil en les voyant travailler. Je me dis, moi j'ai bien bossé aussi si j'ai préparé ça. Est-ce que vous pensez que ce qui se passe au Parlement peut porter la mobilisation, ou au contraire peut décourager si l'article 7... Non, c'est l'inverse. Ça porte la mobilisation parce que tous les gens voient qu'on se bat. Ils entendent les arguments, vous ne vous rendez pas compte de la force mobilisatrice du mouvement social, du discours de M. Attal. C'est tellement clair qu'il insulte tout le monde, qu'il se moque de tout le monde, que les gens, ceux qui l'écoutent, se disent « Alors, ça ne va pas se passer comme ça !» Et du coup, ça leur donne encore plus envie d'y aller. Non, la mobilisation parlementaire, croyez-en, j'ai quelques connaissances de stratégie politique, la combinaison de la mobilisation parlementaire et sociale a un effet de propagation et de contamination des idées. Ça, c'est vrai. C'est important pour nous. Et sur la mobilisation, le gouvernement, et c'est Olivier Véran qui disait cela il y a 2 semaines, je crois, qu'importe si vous êtes... on en a vu d'autres avant.
Ouais, ouais, Vous ouais. appelez en fait en revanche Écoutez, Jacques à Chirac, renforcer les blocages. Jacques Chirac, il en avait quand même plus dans l'estomac que M. Macron. Lui aussi, il avait dit que jamais, bon, à la fin, bon, il a bien fait comme tout le monde. À partir d'un certain point, je vous rappelle qu'on est dans une démocratie ici, on n'est pas chez M. Poutine. Donc il ne suffit pas que le chef vienne à la télé parler pour que tout le monde se mette au garde à vous. Donc il peut toujours faire le malin, il y a un moment où il faut qu'il respecte son pays, il se dit bon ben c'est raté, c'est raté. François Mitterrand aussi a dû reculer sur la question de l'école privée, Jacques Chirac sur bref, à tour de rôle, tout le monde, quand la France se mobilise, bon bah tu comprends que c'est plus le moment, il faut arrêter. Et vous avez décidé de revenir à Paris pour la mobilisation Oui, parce que j'ai un rendez-vous en cours de semaine avec une émission de télé et je mets pas dedans 6 heures de train et de climatisation. Alors quand je suis à Paris, je suis à la gare de Lyon avec les cheminots et quand je suis à Marseille, je suis au Vieux-Port. Voilà, il n'y a pas homme plus simple à comprendre que moi. La semaine dernière à Marseille, vous aviez parlé d'insurrection citoyenne. Oui. Qu'entendez-vous par là? Eh ben, c'est quand les braves gens discutent en famille, téléphonent au tonton, à la tata, au cousin, et disent ah bah pas se passer comme ça, faut y aller. Oui oui j'y vais tata, oui voilà ça se passe comme ça. Donc c'est ça quand tout le monde monte et puis vous avez les travailleurs qui viennent, les gilets jaunes, des choses de cette nature. Le peuple français est comme ça. Et vous savez, le monde entier les regarde. Hein. Moi, je reçois des messages de mes amis de partout qui me disent « Ouah, tenez bon, vous luttez pour nous ». Parce que si un grand pays comme la France n'accepte pas la mise au pas que représentent des choses comme la retraite à 67 ans, ça aide les travailleurs du monde entier. D'accord? Voilà. Merci. Merci. Ah oui. Moi, je suis pas le salut. Bah, c'est bien dit, mais pourquoi tu dis que c'est pas malin? C'est les tirailleurs sénégalais, ça. D'accord, ben vas-y, marche dessus. Regarde, toi, t'as le truc des déportés. Oui, oui, c'est vrai. Bah ouais. Tu vois, moi, ça, c'est les tirailleurs sénégalais. Ah ouais, d'accord. Et algériens. Très bien. Très bien, très bien. Excellente idée. Attends, Attention, c'est nickel. On s'investit, il faut. Elle peut faire une petite photo? Ouais. Vous êtes qui, vous, mademoiselle? C'est ma fille à moi. Le cheminot. C'est votre fille? Ouais, c'est ma fille. Et alors Non, on va faire gréviste, j'espère pas pour elle qu'elle fera cheminot dans tous les cas. Qu'est-ce que vous voulez faire, mademoiselle? Mes premières années de médecine, je suis en terminale. Tu fais l'année de prépa? Non. Allez, je vous embête pas, monsieur Mélenchon. Ah bah ouais. Ça va être compliqué. Je peux vous prendre en photo? C'est la caste, hein, tu sais, là-dedans. Ouais, je sais bien, malheureusement. Merci. J'ai pareil, moi j'ai un neveu qui a voulu faire ça. Alors maintenant, ils te mettent une année de prépa avant. Et puis après, tu peux passer qu'une fois le concours. Ouais. Non, mais c'est bien que tu veuilles le faire, hein. Je suis pas Mais en train bien de te sûr, décourager. bien Hein. sûr, j'ai essayé. Mais Faut travailler. faut te préparer, tu vois, parce qu'ils sont durs. Et puis papa, il est pas tout mis lui-même. Alors. Non, mais tu sais comment ça se passe. Hein. Je sais bien, bien sûr. De toute façon, qui est en train de rien. On va réussir. Oui, oui, oui. Mais on a tellement besoin de monde dans ces métiers. Mais oui, oui. Tu sais, c'est un métier dur. Et j'aimerais beaucoup faire ça. Mais c'est bien, c'est bien. C'est bien. Bravo. Si Très tu bien. vas à ce que tu as envie de faire, tu le feras mieux. Hein? Oui, c'est mieux. On y va pas reculons déjà. Bah ouais. Qu'on nous impose pas des choses. Ouais. Et là, on a un tel besoin. Ça s'est tellement dégradé. Ça, t'as connu quand ça marchait. Hein, tu connais. Et puis tu te dis, mais ils sont débrouillés pour tout partir ça. C'est celui qui marchait le mieux du monde. Ça, Ouais. enfin. Et toi? Oui, je pense qu'il va faire combien de dates? C'est car après, ça me fait peur. Moi, j'en suis Non, mais ça va très vite après. J'y ai pris largement, mais voilà, ce n'est pas ma tâche aujourd'hui. Je suis très enthousiaste de ce que j'ai vu avec l'intervention de panneau, cette fin, cette solution appliquée. Je vous parle franchement, je les trouve magnifiques. La direction locale, d'ailleurs, j'en profite pour dire que la direction nationale, depuis une semaine...
ça déjà. avec lesquels alors vous, les cheminots, j'ai souffert avec vous parce qu'à chaque fois, ils vous attaquaient vous. C'était les... Ici, les amis. Ouais, les régimes spéciaux. Pas que vous. Ça, c'était les... On avait pensé, moi. Ça fait plaisir, on peut vous voir. Mais ça, Agréable, merci. Là, il y a la nouvelle génération, les bien combattants, c'est faire. On est là pour ça. Bon courage. merci beaucoup. Oui. Et toi, t'es à la... Tiens, on va lui dire bonjour. T'es à la Cégette. Merci. Mais alors, je viens vous dire bonjour aussi. Ça va? Niveau de l'axe. Pour la belle bataille que vous... Monsieur. Bah ouais, enfin, on est tous dans la même bataille. Bah oui, je disais tout à l'heure, moi c'est la 7e. La 7e AG. Non, la 7e. Réforme. Ah oui, c'était réforme. Ouais. À chaque fois, le discours est le même. Il faut sauver les retraites. Force est de constater que tous les 3 ans, il faut sauver les retraites. Donc soit les programmes sont mauvais, soit c'est ceux qui les font qui sont mauvais. Mais s'il faut sauver les retraites tous les 3 ans, je plains les petits jeunes qui vont entrer dans le marché du travail aujourd'hui, qui vont en partir peut-être à 64, 65 ou 70. Ils vont en connaître sacrément des réformes des retraites, en espérant qu'ils se battent autant qu'on se bat nous. Bah il y a intérêt à ce qu'ils se battent parce que tu as vu les derniers trucs qu'ils racontent, c'est encore que des mensonges et des trucages. Les carrières longues, ils disons prends ceux qui sont à 20 ans. 20 plus 40, plus 43 égale 63. Et il faut que la carrière soit complète. C'est du monde. C'est du monde, tu vois. Il faut valider leur quinquennat, c'est tout qui compte pour eux. Voilà. Et on va le payer de notre vie de travail. Il faut les interrompre. Quoi, qu'est-ce qu'on fait dans un taxi tous les deux? Tu as vu les derniers? Vous travaillez à Gare de Lyon? Moi je suis à Gare de Lyon. Plus 43, c'est juste. Comme c'est un problème. Et alors, la mobilisation est bonne? Et vous n'arrêtez pas de circuler. Qu'est-ce que ça donne dans ces Bonjour tout le monde. Bonjour à tous. Je vais vous demander de vous rapprocher. On va commencer l'Assemblée Générale de Paris Sud-Est. Ils veulent encore aller prendre nos amis. On a encore plus que le 31. Pourquoi t'es de Là, on va vous demander aussi de limiter les prises de parole pour pas qu'il y ait trop de... que ça dure trop longtemps et qu'on en perde la moitié au passage. Une telle recommandation, elle est bien obligée d'écouter, tu vois. Ouais, ceux qui voudront prendre la parole, venez me voir. Qu'il faudra tenir et il faudra donner envie aux gens de se mobiliser et faire grève. Alors, une petite partie chiffres. Désolé, moi j'ai que les chiffres de la direction locale. D'ailleurs, j'en profite à dire que, pour dire que la direction nationale, depuis une semaine, refuse de communiquer les chiffres. Voilà, on n'a jamais vu ça, y compris lorsqu'on faisait des conflits durs. On avait toujours la possibilité d'avoir des chiffres de grévistes. Aujourd'hui, c'est complètement impossible. On a juste les chiffres locaux. Alors pour ce qui est du niveau local, c'est-à-dire au niveau du CSE, l'INDR, on a encore 50% de grévistes, tous services, tout collège. Et pour ce qui est de l'établissement où je suis, c'est-à-dire les conductrices et les conducteurs de la ligne D et R, on est encore exactement comme le 31, c'est-à-dire 95% de grévistes. Ce qui prouve qu'il y a encore du souffle. Et aujourd'hui, sur la question des retraites, je le dis et je le redis, il y a 50 ans, un peu plus maintenant, Ambroise Croizat avait décidé avec d'autres cette chose folle, alors que la France était ruinée, détruite.
de créer un système de retraite par répartition. Ce système de retraite par répartition a été créé en France, où justement la France était en faillite à l'époque. Et pourtant, ils ont créé ce système-là qui permet cette idée folle à l'époque. Il faut se projeter à ce que nos anciens puissent avoir une retraite, profiter, une pension, se reposer après des années et des années de labeur, sans forcément être chez les enfants et les petits-enfants, parce que c'était ça à l'époque. Quand vous étiez vieux, eh ben vous alliez chez vos enfants et vos petits-enfants, ou alors c'était la rue et c'était la mort. Eh ben justement, en 1945, Ambroise Croizat a mis un système qui s'est amélioré depuis et qui permet justement d'avoir aujourd'hui en France le meilleur, et j'ai pas peur de le dire, le meilleur système de retraite au monde. Alors ce meilleur système de retraite au monde, est-ce qu'il veut dire qu'il est parfait? Évidemment que non. Tout bon système a ses imperfections. Mais quand on a le meilleur système de retraite au monde, on le bichonne, on le soigne, on manifeste pour lui, on fait grève pour lui, on le transmet, parce que c'est notre boulot à nous. Nous, la génération des gens qui travaillent aujourd'hui, on a un taf dans la vie, on a un taf, une responsabilité morale. C'est que ce qu'on nous a donné, ce flambeau de la retraite, que nos anciens en ont chié pour l'obtenir, on doit le transmettre d'abord à nous, mais on doit le retransmettre aux générations futures. Et moi, j'ai pas honte de le dire, je suis scandalisé quand je vois certains dire « Ah ben moi, je m'en tire bien, et tant pis pour les autres ». Mais qu'est-ce que c'est de cette façon de penser? Heureusement qu'à l'époque, les gens n'ont pas pensé comme ça. Heureusement que les gens ne pensaient pas tant pis pour les autres. Mais heureusement que les gens se sont battus pour avoir le meilleur système de retraite dont nous allons bénéficier. Et il n'y a aucune fatalité. Je suis également abasourdi lorsque j'entends des jeunes ou des moins jeunes qui nous expliquent que de toute façon ça sert à rien parce qu'on n'aura pas de système de retraite. Mais évidemment qu'on aura un système de retraite. Des systèmes de retraite, il y en a quasiment, il y en a dans tous les pays de l'Europe. La question, c'est pas de savoir est-ce qu'on aura, oui, un système de retraite demain. La question est de savoir est-ce qu'on aura un système de retraite qui nous fait basculer dans la pauvreté, comme c'est aujourd'hui le cas dans la plupart des pays européens, ou est-ce que c'est un système de retraite qui permet aux retraités en France aujourd'hui d'avoir un niveau de revenu supérieur à l'ensemble de la population? Et c'est normal et c'est bien, bordel. T'en as chié toute ta vie t'as gratté, t'as fait du 3-8, t'as fait des boulots de merde. Et ben à la fin, t'en profites. Et ben c'est normal. Donc c'est ça la question. Est-ce que oui ou non on se bat pour avoir ce bon système ou avoir un système de misère? Et avant de finir sur la stratégie, je voudrais dire aussi, répondre à une question, parce que je vois des vidéos tourner en ce moment qui expliquent « Oui, mais de toute façon, les directions syndicales vont vous trahir. C'est des salauds. Laurent Berger, dès qu'il peut, il va te la mettre. C'est des salauds. » Mais arrêtez. Aujourd'hui, on est dans une situation compliquée où les gens qui perdent de l'argent doutent. Donc qu'est-ce qu'on fait là face à ça? Est-ce qu'on donne des arguments aux gens pour pas faire grève? Parce que la résultante de tout ça, lorsque tu expliques qu'au-dessus, c'est que des salauds, que l'unité syndicale, ça sert à rien, la résultante de tout ça, c'est quoi? Mais c'est que les gens ne font pas grève. C'est ça la résultante. Donc on explique aujourd'hui que l'unité syndicale, elle est forte, elle est durable, et de toute façon, on sera là pour les tenir aux bottes et pour veiller à ce qu'elles tiennent. Et sur la stratégie, je finirai là-dessus. Aujourd'hui, on fait une tentative, le 7 et le 8 de durcissement de la mobilisation. Et samedi, on appelle à la manif et pas à la grève. Les cheminots qui appellent une manif et pas la grève, c'est pas courant. Pourquoi on fait ça? Parce qu'il y a évidemment un piège qui nous est tendu.
c'est quoi? C'est le piège de la bataille de l'opinion publique. Et on sait que cette bataille de l'opinion publique, elle est importante, qu'aujourd'hui elle est avec nous et ça les emmerde, qu'aujourd'hui ils ont beau développer les arguments du matin au soir sur tous les plateaux télé, ils ne font que renforcer l'opinion publique en faveur des grévistes. Donc il est capital de garder cette opinion publique. Donc oui, samedi, les organisations syndicales de cheminots appellent à la manif et pas à la grève, parce que samedi, après aujourd'hui, il faut qu'il y ait une déferlante, il faut qu'il n'y ait pas de problème de transport, il faut qu'il y ait des bus, des trains, des RER, des métros, et que samedi, il y ait une manif populaire, en famille, générationnelle, avec les enfants, les petits-enfants, votre femme, ou vos femmes, ou vos maris, on s'en fout, vos voisins, tout le monde qui aujourd'hui est contre cette réforme. Il faut faire une démonstration de dingue samedi. Et je finirai là-dessus. La question, en tout cas à la SNCF, et ce que portera Sudrail, on espère dans l'unité syndicale, mais moi j'ai confiance en Béranger. J'ai une confiance aveugle en Béranger, et même en Daniel, je vous le dis, j'ai confiance en eux, parce que ça fait 20 ans qu'on est là, peut-être pas 20 ans, mais 10 ans, à brûler des palettes, à se battre ensemble. J'ai confiance en eux, je sais qu'on a besoin d'eux, on a besoin de cette unité syndicale pour gagner. Eh ben, il faudra à un moment donné, peut-être c'est vrai, après les vacances scolaires, pour pas tomber dans le piège de la division, partir en grève reconductible aujourd'hui. Il y a une date, le 8 mars, la journée des droits des femmes. Eh bien, c'est une bonne date, c'est une belle date qui nous permet de nous projeter et de partir en grève reconductible, parce qu'on sait que c'est aussi par là qu'il faudra passer pour faire plier ces gens qui n'écoutent rien ni personne. Merci. Bon, Fabien l'a dit, 3e journée de mobilisation, et quelle belle mobilisation. Ce qu'on est en train de vivre, c'est vrai, c'est difficile à mesurer, mais je peux vous dire que c'est historique. Ça fait 15 ans que je suis rentré à la SNCF, 15 ans que les combats syndicaux, je les mène, et je peux vous dire que de voir autant de monde de mobiliser, autant de monde dans la rue, c'est historique. Alors bien sûr, quand on est dans le jus, on se dit, bon, c'est bien, mais ça suffit pas. Mais je peux vous dire que ce qu'on est en train de réaliser, c'est quelque chose d'exceptionnel. C'est quelque chose d'historique. Et je peux vous dire que les timides avancées, mais avancées quand même, qu'a lâché le gouvernement. C'est pas parce que Mémère Borne, elle s'est réveillée un matin, elle s'est dit oh, c'est vrai, ma réforme elle n'est pas terrible, je vais améliorer les choses. C'est bien parce qu'on s'est mobilisé, c'est bien parce qu'il y avait du monde dans la rue. Alors bien évidemment, bon, derrière ils nous en fument un peu, hein. Quand on nous explique par exemple, pour les carrières longues, qui pourront partir finalement à 63 ans. Bon bah c'est bien, aujourd'hui ils peuvent partir entre 60 et 62. Donc on voit bien qu'on est encore très loin de ce qu'on demande. Mais dans tous les cas, ces avancées, ces petites avancées, il faut les mettre en avant, il faut les positiver. Ça montre bien qu'ils ne sont pas si tranquilles que ça. Ça montre bien qu'aujourd'hui ils se posent des questions sur cette réforme. Alors hier, on a le débat à l'Assemblée nationale qui s'est ouvert. Bon, alors vous avez entendu la présidente de l'Assemblée nationale nous expliquer qu'on n'est pas dans une manif, qu'on n'est pas dans une amphi. Oui, bon, c'est bien. Mais moi, je voudrais quand même remercier ces députés qui ont foutu un peu le bordel dans l'Assemblée nationale. Parce que oui, aujourd'hui, la réalité, c'est que ce pays, il a besoin de bordel. Il a besoin que les gens se réveillent. Il a besoin que nous, tous, salariés, retraités, étudiants, on se retrouve dans la rue et qu'on reprenne ce qu'on nous a volé durant des années. Parce que tous les reculs sociaux qu'on a eus, c'est parce qu'on n'a pas su se mobiliser suffisamment. Ça tient qu'à nous de préserver nos conquis sociaux et pas nos acquis sociaux. Parce que tout ce qu'on a eu dans toute l'histoire de ce pays, c'est parce qu'il y a des gens qui se sont mobilisés, parce qu'il y a des gens qui se sont battus. Dernièrement, c'est le droit de grève qui a été remis en cause par le gouvernement. Et le droit de grève, ça c'est pareil, c'est comme la retraite, c'est un trésor. Il y a des gens qui sont morts pour avoir le droit de grève. Et bien ça, nous, notre devoir, en tant que Français, en tant que salariés, en tant qu'être humain, c'est de le défendre. Parce que imaginez si demain on n'a plus de droit de grève. Ben, si la SNCF, aujourd'hui, on arrive à être aussi mobilisé et à défendre certains conquis,
c'est parce qu'on peut encore faire grève. Regardez l'état de nos hôpitaux. Ah oui, c'est sûr, hein, ils peuvent dire je fais grève, mais ils sont réquisitionnés. Et au final, ça n'a aucun impact et tout le monde s'en fout. Alors, c'est vrai qu'on se pose beaucoup de questions sur cette mobilisation. C'est vrai qu'on voit un gouvernement pour l'instant qui est inflexible. Mais il ne faut pas rêver. Là aussi, en 95, Juppé était inflexible. Là aussi, en 68, ils étaient inflexibles. En 36, etc., etc. Et ils ont cédé. Ils ont cédé au vrai pouvoir. Au seul pouvoir qu'il y a dans ce pays. C'est le peuple. C'est la rue. C'est la rue qui gouverne un pays. Et personne d'autre. Tous les députés qu'on entend qui nous disent « Je siège à l'Assemblée nationale, j'ai été élu sur un programme », c'est oublier une chose, c'est qu'ils sont avant tout élus du peuple. Ils ne sont pas élus de l'Assemblée nationale, ils ne sont pas élus de je ne sais quoi, ils sont élus du peuple. Ils doivent représenter le peuple. Et quand on a 72% des gens qui sont contre cette réforme, on ne fait pas cette réforme. Alors on a eu le droit à Droupi, dit Dussopt, qui nous a expliqué que cette réforme, c'était de la justice sociale, de l'équité et je ne sais quoi d'autre. Et puis après, on a eu Junior qui nous a expliqué, hein, Junior c'est Attal, qui nous a expliqué gentiment que c'était soit la faillite, soit cette réforme. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Il faut arrêter de raconter n'importe quoi aux Français. Il faut arrêter de se convaincre que oui, en effet, c'est la faillite si on ne fait pas cette réforme. La réalité, c'est que du pognon, il y en a plein. Il y en a plein. Le problème, c'est qu'il va toujours dans les poches des mêmes. Et pour ça, va falloir qu'on aille le récupérer. Et va falloir qu'on aille le récupérer avec les tripes et avec les dents. Alors c'est vrai, à la SNCF, on a essayé de durcir le ton. On a proposé le 7 et le 8. On va voir les chiffres. En tout cas, pour ce qui est du 7, c'est une vraie réussite. Pour ce qui est du 8, on verra demain. Même si, voilà, on se doute bien que ça risque de baisser un peu. On se doute bien qu'il y en a qui se posent des questions. Mais dans tous les cas, il faut d'ores et déjà qu'on ait conscience d'une chose. C'est qu'une réforme comme ça se combat dans la rue. Ça se combat en faisant grève. Et que oui, il y a un moment, on prendra nos responsabilités. On va tenter quelque chose. Alors j'entends qu'on n'a pas envie de se retrouver comme en 2019, seul avec les copains de la RATP. Aujourd'hui, on n'est pas seul. Aujourd'hui, il y a les raffineries, il y a le port du Havre qui est bloqué, il y a les étudiants qui sont en train de sortir, etc., etc. Et oui, s'il faut allumer la mèche, les cheminots prendront leurs responsabilités. Parce qu'une réforme comme ça, on ne peut pas rien faire. Je ne me vois pas, demain, expliquer à ma famille, expliquer à mon gamin que bah ouais, je le sentais pas, et puis je ne l'ai pas fait. J'ai pas tenté de faire quelque chose. Donc oui, on va tenter quelque chose. Et on va le tenter ensemble. Parce que l'unité syndicale, c'est quelque chose de précieux aussi. Et on va la défendre tant qu'on peut. Et si elle tient aujourd'hui l'unité syndicale, c'est parce qu'on a des grévistes aussi. Parce que je peux vous dire qu'il y en aura certains, s'ils avaient pu déjà se barrer, ils seraient déjà barrés. C'est la réalité aussi, on va se dire clairement les choses. Mais si elle tient, c'est parce que sur le terrain, le boulot il est fait. Parce que sur le terrain, les salariés sont groupés, sont unis derrière un seul mot d'ordre. Et ce mot d'ordre, c'est non à la réforme des retraites. Mais c'est aussi le retour à la retraite à 60 ans. Et ça, c'est pareil, c'est quelque chose de nouveau. Parce que pour le coup, on est sur une grève offensive. On n'est pas uniquement sur la défensive. On veut quelque chose de nouveau, quelque chose qu'on avait et qu'on nous a repris. Et nous, on est venu leur dire qu'on va le reprendre et qu'on va partir à 60 ans en retraite. Tous les gens aujourd'hui qui nous expliquent que si on veut partir à 60 ans, c'est parce qu'on est des paresseux, des feignants et de je ne sais quoi. Mais ces gens-là, qu'est-ce qu'ils connaissent du monde du travail? Qu'est-ce qu'ils connaissent d'un ouvrier dans une usine qui toute la journée est obligé d'être debout, à des pompes de sécu, à le dos pété, et arrivé à 64 ans, il ne peut même pas porter son petit-fils dans ses bras parce qu'il a mal partout? Qu'est-ce qu'il connaît d'un cheminot qui travaille en horaire décalé et qui, une fois en retraite, n'arrive même pas à retrouver un rythme de sommeil parce qu'il a vécu toute sa vie en 3-8? Ils n'en savent rien, ces gens-là. Mais nous, on le sait, parce qu'on le vit, parce qu'on a des gens qui nous le disent, qui nous l'expliquent. Il va falloir leur imposer, nous, notre vision de la société, nous, notre choix de société, de vivre dignement après le travail. Oui, le travail, c'est une chose. Hier, Bruno Le Maire a déclaré qu'il était convaincu que les Français aimaient le travail. Mais bien sûr qu'on aime le travail. Mais on aime le travail, un travail rémunéré qui ne nous empêche pas de vivre à côté. Un travail qui nous permet de nous loger, de nous nourrir. Et surtout, on ne meurt pas au travail. On n'a pas le droit de mourir au travail. Parce qu'aujourd'hui, la réalité, c'est que ceux qui vont trinquer le plus, c'est tous ceux qui galèrent dans les usines. C'est tous ceux qui galèrent dans leur métier. C'est sûr, quand on est actionnaire ou multimilliardaire, il n'y a pas de problème de pognon, il n'y a pas de problème de travail.
Mais nous, si on n'a pas de travail, ben on en crève. Mais on va sûrement pas travailler jusqu'à crever au boulot pour qu'il y en ait certains qui s'en mettent plein les poches. Alors oui, il faut se battre, il faut avoir la tête haute, il faut être fier de ce qu'on fait. Même si c'est difficile, même si un jour de grève ça coûte cher, même si plusieurs jours ça va nous foutre dans la merde et que pendant des mois on va bouffer des patates. Mais putain que le combat qu'on mène il est digne. On a notre honneur, on a notre fierté. Parce que notre pays, c'est toutes les conquêtes sociales qui fait qu'on en est là aujourd'hui. Si les cheminots, ils ont toujours été à la pointe des combats, c'est parce qu'on a toujours eu le courage de le mener. Alors menons-le, ayons le courage et on lâche rien. Alors comme l'ont dit les copains, on en est à la 3e journée de mobilisation. Les 2 premières journées ont drainé dans les rues de France des millions de manifestants, des millions de Français qui ont dit non, non à une réforme injuste, à une réforme qui va pénaliser les plus jeunes, les plus pauvres, qui va pénaliser les femmes, qui va pénaliser les travailleurs précaires. Cette réforme, les Français l'ont bien compris. On a essayé, le gouvernement a essayé de nous mettre dans la tête qu'elle était absolument nécessaire, qu'elle était nécessaire pour éviter la faillite de notre système de retraite. Attention, vous ne pourrez plus toucher de retraite si on ne sauve pas notre système de retraite. C'est le même discours qu'on nous sort tous les 3-4 ans à chaque réforme, alors que le seul objectif, et on le connaît bien, c'est un objectif dogmatique de nous faire travailler plus longtemps parce qu'il faut trouver de l'argent. Il faut trouver de l'argent pour financer les retraites? Oui, oui. Mais l'argent qui vient des retraites vient de notre travail, des cotisations que l'employeur et l'employé payent chaque mois. Notre retraite, on se la paye nous-mêmes. La retraite par répartition, on paye, nous actifs, pour les anciens, pour ceux qui sont en retraite. C'est le meilleur système au monde, comme a dit Fabien. Aujourd'hui, on n'a pas trouvé mieux. La Suède a essayé, on a vu ce que ça a donné. Aujourd'hui, ils regrettent. Ils se disent, si on s'était mobilisé, le petit papy à 80 ans, il ne serait pas obligé d'aller travailler pour pouvoir vivre, juste se chauffer, juste pouvoir se nourrir. Tout ça, c'est quelque chose qui doit être inné. C'est nécessaire de pouvoir manger à sa faim, de pouvoir avoir du chauffage, de pouvoir avoir un toit. Et aujourd'hui, tout ça est remis en question. Cette réforme des retraites, le débat s'est ouvert à l'Assemblée. Le débat va être tenu dans un temps assez limité, de par la volonté du gouvernement. Ce débat doit se faire sous la pression de la rue. Il est absolument nécessaire que la rue soutienne les députés qui s'opposent à cette réforme. Tout seuls dans l'hémicycle, ils ne pourront pas le faire. C'est nous, dans la rue, qui nous donnons le ton. C'est nous, dans la rue, par millions, qui crions non à cette réforme injuste. C'est nous, dans la rue, qui devons faire basculer l'esprit des gens pour bien leur faire comprendre, pour leur dire il n'y a pas de fatalité. On ne peut pas nous imposer quelque chose que le peuple ne veut pas, qu'une majorité de Français ne veut pas. On ne gouverne pas contre son peuple. L'élection n'est pas un blanc-seing. L'élection n'est pas un blanc-seing. On doit, par la rue, par notre voix, par notre conviction, par notre détermination, imposer la vision de la société que nous voulons, que la majorité des Français veulent, et ils l'ont exprimé largement dans les sondages. Pour la suite, comme les copains l'ont dit, il faut tenir compte des mobilisations. Aujourd'hui, le gouvernement, avec déjà plusieurs millions de manifestants, ne tient aucun compte des mobilisations qui sont en cours. Le gouvernement prend ses responsabilités. Et on va être très clair. On va être très clair. Si le gouvernement n'entend pas la rue, n'entend pas la majorité des Français, n'entend pas la voix de son peuple, il portera l'entière responsabilité d'un conflit social long, reconductible, et dont le but sera le blocage économique du pays parce qu'on ne gouverne pas contre son peuple. Alors la chose est claire, sur cette réforme, on doit gagner, on peut gagner et on va gagner, quoi qu'il arrive. Merci Daniel. Donc j'espère que ça ne sera pas la dernière, parce que justement ce
producteurs et le monde ouvrier, parce qu'à chaque fois c'est le monde ouvrier qui paye, on demande jamais d'efforts aux actionnaires. Genre, ils ont chaque année, chaque semaine, quasiment chaque jour, les fortunes d'augmenter. Donc voilà, c'est une réforme anti-ouvrière, c'est une réforme contre le monde du... C'est nous qui faisons fonctionner toute la société.